Ici, vous avez la forme du nourrisson. Vous avez fait le diagnostic de l'œdème aigu hémorragique du nourrisson. Je ne l'ai pas diagnostiqué uniquement pendant qu'il était exonéré de manière tout à fait inopportune, parce que il avait effectivement la diarrhée, et comme vous le saviez probablement, il y a des éruptions cutanées qui évoquent une gastro-entérite à rotavirus. Et ceci est publié. Il y en a 3 types. Bon, l'exanthème maculeux, évidemment, mais il y a cette acrodermatite papuleuse et cette œdème aigu hémorragique qui peuvent être tout à fait contemporaines d'une gastro-entérite à rotavirus de manière statistiquement significative, même s'il n'y a rien de spécifique, bien évidemment. Cet œdème aigu hémorragique qu'on voit dans d'autres pathologies, puisque c'est une pathologie dermatologique réactionnelle, comme on peut le voir en post-vaccinal ou comme on peut le voir également après une allergie aux protéines de lait de vache. On continue dans ces maladies cutanées avec cet enfant qui a une éruption avec une véritable défense épigastrique, une pancréatite aiguë. On demande une échographie pour voir le pancréas et l'échographiste nous dit qu'il y a surtout un hydrocholécyste. Évidemment, vous avez fait le diagnostic d'un syndrome de Kawasaki. Le syndrome de Kawasaki qui est vraiment un syndrome multisystémique où il peut y avoir des pancréatites de Kawasaki. On a vu des perforations du duodénal. On a vu des atteintes hépatiques du Kawasaki. Et il est tout à fait intéressant de savoir que toute diarrhée inflammatoire doit faire évoquer, quand elle est aiguë, bien évidemment, ce syndrome qui n'est pas uniquement l'apanage du nourrisson. Les 2 problèmes qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a une atteinte des coronaires ou pas, sachant que quand il y a une atteinte des extrémités, ceci serait plus corrélé à une atteinte cardiaque, et qu'il y aurait des facteurs qui seraient prédictifs de l'échec de la première injection d'immunoglobuline, mais je laisse ça affaire de spécialistes. Pourquoi ? Parce que ce Kawasaki, à force de l'évoquer, on l'évoque beaucoup, on l'évoque en particulier chez cet enfant de 12 ans qui a une diarrhée justement inflammatoire. On se dit maux de ventre, fièvre, diarrhée, énanthème, ce doit être un Kawasaki. Puis quand on reprend l'interrogatoire, l'interne me dit mais il y a une rhinopharyngite. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait éventuellement un Covid ? Est-ce qu'on ne serait pas dans quelque chose qui ressemblerait plutôt à un PIMS ? Alors j'adore cet acronyme de PIMS qui évoquait pour moi une petite friandise qui était, comment dirais-je, avec de la confiture. Toujours est-il que syndrome inflammatoire multisystémique. Le Covid, vous savez, a donné lieu à cette très belle publication en voyant les différentes pathologies dermatologiques associées au Covid. Je vais extrêmement vite, mais dans le Covid, il y a des pathologies digestives et vous savez qu'il y a actuellement encore une épidémie de Covid qui existe. Je l'ai fait pour la 7e fois il y a maintenant 3 semaines. Je suis le champion du monde, celui qui a fait plus de 7 Covid. J'ai les tests, si vous voulez. Toujours est-il que cet enfant-là, on a dit, c'est sûr, c'est un PIMS. C'est un PIMS, alors on lui a mis corticoïdes, immunoglobuline, dans un des plus grands chus du monde, n'est-ce pas, après Trousseau, bien évidemment. Et donc, ça l'améliorait. On a dit, voilà, on a fait un diagnostic de PIMS. Et puis, les parents viennent nous revoir en disant, je pense que notre enfant a un PIMS à rechute. J'ai dit, c'est intéressant. Et comme dit mon maître, tout est écrit, il suffit de savoir lire. Il suffit de regarder la courbe de croissance pour voir que cet enfant avait un décrochage pondéral qui était tout à fait pathologique, et que cet enfant-là n'avait absolument rien de ce syndrome auto-inflammatoire post-viral, mais était malheureusement dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Vous voyez qu'entre toutes ces lésions cutanées, ces lésions digestives, parfois il y a une sorte de melting pot où on s'y perd. Toujours est-il que dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y a énormément de dermatoses associées, qu'elles soient spécifiques, réactionnelles, carentielles ou liées au traitement. Oui, une hypertrophie gingivale. Vous regardez, est-ce qu'il y a des antiépileptiques ? Oui.
Vous regardez si c'est une jeune fille, est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Oui. Vous regardez est-ce qu'il n'y a pas une leucose? Oui. Vous regardez est-ce qu'il n'y a pas un scorbut, parce que ça existe, on en a vu 3 cette année. Oui, c'est possible, mais une hypertrophie gingivale, surtout quand il y a d'autres lésions, ici c'est un autre enfant avec une langue scrotale, comme vous le voyez, eh bien il est certain qu'une hypertrophie gingivale avec cette langue fissuraire doit faire évoquer une maladie granulomateuse, surtout s'il y a la lèvre très épaissie. Si l'enfant a cette lèvre très épaissie, ne pensez pas qu'il a le syndrome de Mick Jagger, non, il y a la chéléite de Micher qui montre bien que quand on biopsie, on peut avoir ces types de lésions, des types de lésions qu'on voit dans les maladies de Crohn avec des lésions dermatologiques qui peuvent être tout à fait épouvantable. On voit ici le pyoderma gangrenosum dont on a parlé, souvent associé. On voit ici cette infiltration que beaucoup prennent pour un érythème noueux, mais quand on fait un penche, on voit très bien qu'on est dans une infiltration qui est une infiltration apolynucléaire neutrophile, et ceci correspond au syndrome de Sweet. Donc on a un panel de lésions dermatologiques associées à la maladie de Crohn qui est tout à fait importante. Vous connaissez bien évidemment l'érythème noueux. Vous connaissez évidemment là aussi toutes les biothérapies qui peuvent donner des lésions psoriasiques ou des purpura rhumatoïdes avec à la biopsie, des dépôts d'IgA avec la vascularite leucocytoclasique qui sont post-biothérapie. Donc la maladie inflammatoire chronique de l'intestin est véritablement associée à beaucoup de dermatoses. Dans les 5 minutes qui me sont allouées par mes collègues, et je leur remercie de me donner ces 5 minutes supplémentaires, eh bien, il est certain que quand l'enfant a moins de 6 ans et qu'on lui étiquette une maladie inflammatoire chronique de l'intestin avec ici, tout le monde m'a dit, il y a un pyoderma gangrenosum, il y a SCA+, à la coloscopie, il y a des lésions qui évoquent un aft. Un enfant de moins de 6 ans qui a une Mickey, ce n'est pas une Mickey. D'accord ? Ici, on a trouvé sur les lésions cutanées quelque chose qui était de l'ordre de la surinfection. C'était une granulomatose septique chronique. Ici, vous avez un enfant qui a un tableau de Mickey avec un eczéma sévère. Ce n'est pas une Mickey. Il suffisait de regarder les plaquettes. On est dans le cadre d'un syndrome de Wiskott-Aldrich. Toujours est-il qu'en dessous de 6 ans, les colites inflammatoires correspondent à ce qu'on appelle les colites monogéniques, en anglais Very Early Onset IBD. Et donc ici, vous avez le screening génétique qui correspond à ces colites monogéniques. Et donc, arrêtons de parler de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique en dessous de l'âge de 6 ans. Ça nécessite de faire une étude génétique avec des puces très, très spécifiques. Beaucoup moins spécifique et beaucoup plus fréquent dans une zone d'endémie comme le Maghreb, où vous voyez des maladies cœliaques. Ayons en tête ce qu'est une dermatite herpétiforme. Si vous ne savez pas prescrire de la dapsone, qui est extrêmement efficace dans les dermatites herpétiformes associées aux maladies cœliaques, je vous demande de vous référer à ce PNDS dermatite herpétiforme qui est très bien fait et qui arrive à synthétiser le tout. C'est une intolérance au gluten, ce n'est pas une allergie. Comme cet enfant qui a ce qu'on appelle un flush post-gustatif ou syndrome de Lucifray qui ne correspond absolument pas à cette allergie, comme cet enfant qui mange du poisson, puisque Patrick nous en avait parlé, donc j'ai cherché cette observation que j'ai eue de scombroïdose, qui correspond à cette petite toxine qu'il y a dans le poisson et qui est une intolérance, qui n'est pas une allergie. On est allergique à une protéine. On n'est allergique ni à une graisse, ni à un sucre, et tout le reste, c'est des intolérances. Donc méfiez-vous de toutes ces manifestations qui sont des manifestations secondaires à des aliments riches en tyramine ou en histamine. C'est complètement différent à une éruption qui correspond aux 2 heures qui suivent l'ingestion de l'aliment, comme on peut le voir dans les allergies IgE médiées.
Les allergies ne sont pas toujours IgE médiées. Ici, vous voyez un ombilic rouge qui est certes pas une omphalite, mais qui est juste un petit ombilic rouge. Eh bien, quand vous avez un enfant qui ingère un produit lacté et qui a cet ombilic rouge, il faut savoir que le red umbilicus est un signe d'allergie aux protéines de lait de vache, cet érythème ombilical, de manière statistiquement significative. Ceci est publié, c'est un signe cutané que certains n'ont pas forcément en tête. Et pour finir, rappelons-nous de ces problèmes de carence en zinc qui sont bien plus fréquents qu'on pourrait éventuellement l'évoquer. Ce n'est pas le dosage de zinc dans le sang qui va faire le diagnostic, parce que ceci est absolument non spécifique. C'est le dosage des phosphatases alcalines, les phosphatases alcalines qui sont effondrées dans la carence au zinc, qui est un cofacteur du zinc, comme vous le savez, et qui vous permet de faire le diagnostic facilement. Donc, à tout seigneur, tout honneur, les gastro-entérologues finissent toujours par une petite allégorie à la proctologie. Pour les problèmes périnéaux, avec Stéphanie, on avait fait un très beau pas à pas auquel je vous réfère. Et donc, je finirai avec cette fameuse anite à streptocoque dont vous avez fait le diagnostic, qui, dans un tiers des cas, est associée à une balanite, pour rappeler que le diagnostic se fait par TDR, que le traitement n'est pas l'amoxicilline, mais c'est une co-infection streptoa et staph, donc il faut donner amoxicilline clavulanique. Toujours dire aux parents que c'est 10 jours de traitement et que toujours il faut redouter les récidives et évidemment rechercher une pathologie associée. Je crois qu'avec juste 5 minutes de retard, vous avez des choses qui sont maintenant bien en main, que vous allez pouvoir dormir paisiblement pour faire tomber ces barrières cutanées et intestinales. Si vous voyez un vol d'oiseaux, eh bien, sachez que ceux-ci sont en train de vous sourire. Si vous avez des questions en gastro-entérologie, je vous rappelle que crossdoc.fr est une plateforme de téléexpertise labellisée qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.